أنا جيلاني سعدي، مخرج تونسي، مش شياب، وممكن ما عادش نعمل أفلام، على هذاك عملوا لي ريتروسبكتيف، و... واليوم عملوا ماستر كلاس، يعني حكيت على الباركور متاعي الكل ومع سليم الشيخ. مرحبا بك جيلاني. عشان مرحبا. Donc, on a 1 heure et demie pour parler avec Gileni de son cinéma, de son rapport au cinéma, des films tunisiens qu'il a fait, qu'il a réalisés, des conditions, de ce qu'il pense, du cinéma en général, du cinéma tunisien en particulier, et plein d'autres choses que on laissera à la discrétion du public. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Gileni Sadi, on le connaît surtout en Tunisie à partir de... Il s'est fait connaître avec un film qui avait fait grand bruit, un film de 2002, Khorma, le crieur de nouvelles. Il avait déjà commencé à rouler sa petite bosse en France, avec notamment, on va dire, un court-métrage et demi, beaucoup de cinéphilie, des ciné-clubs, avant de venir en Tunisie. Et puis donc, à partir de Khorma, il impose sa marque personnelle, un peu décalée par rapport au mainstream du cinéma tunisien. Suivront Tendresse du loup, 2006, qui marque les esprits aussi. Puis un film, la vérité, je ne sais pas où le mettre, à quelle date, Dans la peau, puisque c'est un film qui est réalisé, d'après ce que j'ai compris, en 2009, mais qui sort en 2015. Il n'est jamais sorti, il a été terminé en 2015. Ah, d'accord, d'accord. Donc c'est un film, on peut dire que c'est un film de 2015. Oui, oui. C'est bizarre parce que ça veut dire que les acteurs, ils ont pris 6 ans. La post-production. Hein, la poste. Ben, c'est pas le non, tournage non, en tant que tel. Mmh. C'est lourd la poste alors. Hein, c'est vraiment lourd la poste. Il y a eu la révolution entre temps, et puis comme un film qui n'était pas financé, du coup on a eu besoin de plus de temps pour le finir. J'avais fait Winobaba entre temps. Mais donc le désir de faire ce film et sa forme et l'état d'esprit dans lequel tu étais, c'est 2009. 2009, oui. Donc on dit que c'est un film de 2009. Quand on classe un film pour dire quand il est fait, la date, c'est quand on a terminé de le fabriquer. Et ça, c'est la date officielle. Voilà. Mais la date subjective... Le tournage, tout ça, ça a été entre 2008, l'écriture 2008 et le tournage 2009. D'accord. Et donc, après, il y a Winobaba, 2011. Pratiquement. Il sort en 2011, mais il est fait, donc, il est monté, il est tourné l'année qui suit la Révolution. 2010, on peut dire à peu près. Moi, je me souviens. Avant la Révolution. Avant la Révolution. Ouais. Et ensuite, on a Bidoun 2, qui est précédé d'un court-métrage Bidoun, qui semble être la préparation, en quelque sorte, du dispositif de mise en scène de Bidoun 2. Bidoun 2, qui est le film post-révolution de Gileni, qui est le film qui... où c'est pas qu'il y a une rupture formelle, elle est déjà un peu là dans Winobaba, mais c'est un film qui a fait beaucoup de bruit dans les deux sens, négatifs, positifs. Hein. Bon. Suit Bidoun 3, qui est dans la même lignée. Et puis enfin, Insurrection, qui sort en 2021. Mais moi, ce que je voudrais bien faire d'abord, avant qu'on parle de tes films, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de tes années en France. Parce que c'est, je crois, d'après ce que j'ai compris,
des années de formation et des années de construction de ta cinéphilie. Euh, Vas-y. non, moi je pense que j'ai commencé plutôt, enfin ma cinéphilie, j'ai commencé à la construire beaucoup plus tôt que ça, en Tunisie. J'étais dans les ciné-clubs à Bizerte, j'ai créé le ciné-club. D'ailleurs, j'ai souvenir, Waqt Mirzaq Alouesh est venu nous projeter un film sur la révolution iranienne, un documentaire qu'il a fait, et il est venu à Bizerte nous le présenter. C'était assez étonnant. Tu étais actif dans le ciné-club de Bizerte. J'étais un membre, j'étais fondateur du club. J'étais fait le lycée, et donc j'ai triché sur mon âge parce que j'avais pas le droit normalement. Et mais je vivais à Bizerte, et Bizerte, il y avait 4 salles de cinéma dans la ville. Et dans les 4 salles de cinéma, il y en avait 3 qui passaient des films italiens. Donc moi, je voyais, enfin 6 par semaine, quoi. Je voyais au moins 6 films par semaine italiens qui passaient. Donc je voyais les films de Fellini, de Rossini, de tous ceux qui sortaient. Et ça, d'ailleurs, vous connaissez peu cette histoire, cette anecdote. C'est que avant, on avait le cinéma français qui était offert par la France dans les aides culturelles. Dans les années, quand je parle de ma jeunesse, je parle des années fin 70, quoi, 70, fin 70. Et un jour, l'État tunisien a décidé d'acheter des Fiat pour l'administration tunisienne. Puni par la France, donc on a arrêté l'aide culturelle. Et c'est l'aide culturelle italienne qui a pris le relais, et c'est pour ça que moi, j'ai été biberonné au néo-réalisme italien. Je voyais tous les films italiens parce qu'ils nous les passaient au même moment en sortie France, sortie Italie, sortie, comme ils étaient tous coproduits par la France, les films italiens à l'époque. Ouais. Donc ils étaient tous au moins sous-titrés, si ce n'est doublés. Ouais. Donc moi j'ai commencé par ça. Hein. J'ai fait aussi, on a fondé le premier, on a fondé un cinéma amateur, un club de cinéma amateur. Et j'ai écrit un scénario pour lequel j'étais primé c'était un festival national. Et voilà. Et après, je suis parti en France. Et quand je suis arrivé en France, c'était la première chose, c'est que j'ai travaillé dans le milieu de l'immigration, de défense de l'immigration. D'une part parce que c'était quelque chose qui était évidente pour moi. En quelle année ça m'a venu en France? Je suis arrivé en 83 en France. D'accord. 15 octobre 83, je suis Et quand arrivé est-ce à que Paris. tu as terminé Parce que, d'après ce que j'ai compris, tu as suivi tes études à l'université Paris 8. À Paris 8, oui. Ouais. Et j'ai terminé 3 ans après, quoi. En 86. Oui, 86, 87. Mais après, tu sais, il faut C'était garder. l'époque de Leuze et Voilà, j'ai toute la bande. assisté Hein. tout ça. Moi, je suis arrivé dans une université assez extraordinaire où les gens dormaient. Ils vendaient aussi de l'herbe dans la fac. C'était. Ça marque juste une petite précision. L'université Paris 8, c'est à la base l'université de Vincennes. Un fief qui a été un fief de l'extrême gauche, des mouvements d'extrême gauche, une sorte de prolongement de mai 68 au début des années 70. Puis par la suite, l'État, pour éloigner ce foyer de contestation et de perturbation de l'ordre social, il a fait à l'université à Saint-Denis. Hein, c'est devenu l'université Saint-Denis. Mais donc toi, tu étais à Saint-Denis. Oui, j'étais à Quand Saint-Denis. elle était à Saint-Denis. Oui, c'était 2 ans après le déménagement, 3 ans. C'était juste au début. Donc évidemment, j'assistais aux cours. C'était pas des cours, c'était des conférences que de Deleuze. Tout le monde. Et je crois que c'est la première université qui a inauguré la formation en cinéma à la fac. Oui, c'est ça. Donc, il y avait Serge Le Perron. C'était ça, Henri Roger, c'est ça. Serge Le Perron, Narboni, toute la bande des cahiers du cinéma. Bon, juste une petite parenthèse, donc c'est pour ça que je sais de quoi je parle. Hein. Donc voilà, et en même temps, après, petit à petit, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle le travail interculturel. Donc la première chose, j'ai commencé à montrer des films aux enfants en France.
dans des quartiers où l'immigration était très importante. Et je montrais des films de culture et Quel de type de choses, film, par exemple? des films, tout film intéressant. On montrait Aniki Bobo, on montrait les films d'Almodovar, on montrait les films, Almodovar pour les pas enfants. Almodovar, le Portugais là, qui est mort à 107 ans, Ah, Oliveira. Oliveira, Hmm. avec qui je partageais la même monteuse après. Ah oui? La même monteuse, oui, c'est celle qui a fait tous les films d'Almodovar, de, Euh, de, Oliveira. de Oliveira. Hmm. Donc, voilà, après, donc, je travaillais pour les salles de cinéma. Après, les salles de cinéma m'ont embauché pour travailler avec, à un moment donné, dans un quartier, dans une ville, Châtenay-Malabry, en banlieue parisienne. J'intervenais dans toutes les classes et dans toutes les écoles et jusqu'à la BTS. Et j'étais avec la salle du Rex. Et donc, ça m'a permis de rentrer dans ce qu'on appelait l'AREC, la Fédération Hmm. d'AREC. Hmm. Je suis devenu membre, un membre très actif, surtout sur le réseau enfant. Donc, on programmait les salles, on choisissait les films à organiser, ce qui a donné maintenant École et Cinéma à Mlachk, si vous savez ce qui se passe en France. Hmm. Donc, ça m'a permis aussi de voir énormément de films. Et puis, quand on arrive à Paris, c'est là on découvre ce que c'est que le cinéma. C'est la seule ville où on peut voir tous les films de tous les pays, de toutes les époques et de toutes les formes. Ça a changé Non, ta ça, vision du cinéma, Paris? je ne connaissais pas le cinéma français, j'ai appris à le connaître. Non, pas seulement le cinéma français. Le cinéma, les possibilités cinéphiliques ont J'avais, infléchi ta vision de cinéma non, ou non, c'est non, non. resté une À la continuité? Khatar, à l'époque, Ciné-Club avait une réserve tellement importante et extraordinaire parce que تحكي على تونس. Ciné-Club avait, par exemple, tous les films qui étaient primés au JCC sont achetés les droits culturels et que c'est les ciné-clubs qui le géraient. J'ai connu tous les grands cinéastes internationaux à travers les ciné-clubs. C'est là où j'ai tout découvert. Après, j'ai continué à voir ces films de ces grands auteurs en France quand ils sortaient leurs films. Mais ma vision, enfin tout, Charlie Chaplin, tout Buster Keaton, C'était à Tunis, oui, c'était à oui, Béziers. tout ça, j'ai vu avec le ciné-club. C'était pour moi vraiment en dehors du cinéma italien, le cinéma de Solanas, puis quand je séchais le lycée pour venir au JCC, donc non, Robman Benzart, pour venir à Tunis, pas suivre les JCC. Et donc, je voyais, c'était pour moi, la Tunisie a été, quand je suis arrivé à Paris, je paraissais comme un monstre de connaissances par rapport à mes étudiants, ils ne comprenaient pas comment je pouvais savoir tout ce cinéma et pas connaître du tout le cinéma français d'ailleurs. J'ai l'impression que tu parles d'un autre pays, hein, Ah d'une ouais, autre Tunisie. peut-être, oui, peut-être, oui. Mais à l'époque, TARF, la réserve du ciné-club, était 80 films par an. Donc, vous Ça laisse voyez, il rêver. y avait la Cinémathèque algérienne qui nous offrait énormément de films d'Amérique latine, de trucs comme ça. Donc, il y avait, puisque tu sais, il y avait ce mouvement des non-alignés et tout ça, la Tunisie était Ah, assez actif, et donc on profitait culturellement de ça. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe, comment on gère les films par rapport au ciné-club maintenant. Donc, moi, ma construction, ma vision du cinéma, ils ont été commencés. Et quand je suis arrivé en France, mon objectif, c'est de faire des films. Moi, je faisais faire des Donc études la pour faire des cinémathèque, films. les cinémas d'art et d'essai. C'était pour me gagner ma vie, pour financer mes études, et Hum, aussi, hum. comme ça, c'est cohérent par rapport à ce que je veux faire. Donc, ça m'a. Voilà. Et donc tu as développé disons, entre la Tunisie, Bizerte et la France, tu as construit ta propre cinéphilie très tôt. Et donc, d'après ce que j'ai compris, il y a un certain type de cinéma qu'on pourrait appeler comment? Qui, qui te, qui te fait le plus vibrer. Ah, moi, à l'époque, tout me faisait vibrer, mais évidemment, le cinéma italien, sans que je m'en rende compte, Mm. c'est le cinéma ce que j'ai vu le plus. Mais il y avait Le meilleur la Rai Uno aussi qui nous Ah non, abreuvait. Mon père ne voulait pas investir dans
dans l'antenne parce que Ah bon? خايف لا نشوفوا les films qu'il fallait pas Ah, voir. oui. Donc, au Kskes, je sais pas, notre maison, on mettait un couscoussier sur l'antenne pour qu'on attrape l'Italie. Je sais pas, chez nous, la télé, dès que ça marchait pas, pourtant mon père il parlait l'italien couramment, donc Hmm. c'était. Donc c'était en salle surtout. Moi, non, quoi. c'était pas la télé. Mais Hmm. je ne regardais pas la télé quand j'étais jeune. حتى المسلسلات, je ne regardais pas, donc. Non, c'était plutôt le cinéma, la salle. Quand on voit 6 films par semaine, c'est. Et tu as ce serait peut-être le mot serait peut-être un peu lourd. Tu as des modèles, des grosses références Évidemment, au quand cinéma. le jour où la première fois où j'ai vu le film de Fellini à Marcord, yani, tu sors du film différent, quoi. Oui. Il y a un avant et un après. Ah oui. Mm. Et donc ça, ça te change ta vision des choses. Enfin, je veux dire, tu ris, tu es explosé. Cette femme avec ses gros seins, avec ce gosse Manette, c'est une image qui est indélébile de ma mémoire. Je veux dire, il y a Mais peu de choses. La première, peut-être dans le cinéma, les choses qui m'ont marqué à fond. Quand j'étais très jeune, j'avais peut-être 5, 6 ans, je m'en souviens pas. Un à mon oncle. Et il adorait le cinéma. Donc un jour, il m'a amené avec lui. Il se remettait toujours à la première rangée. Et on est rentré au milieu du film. Et il y avait, je me rappelle, je crois que c'était Clint Eastwood et quelqu'un d'autre blessé avec du sang, un film western. Et je rentre et premier rang et les personnages sont monstrueux. Je pense que ça m'a marqué complètement. Et l'autre image qui m'a aussi terriblement marqué, c'est le film c'est Amarcord de Fellini. Ouais. D'accord. Donc, Après, évidemment, il y a eu Pasolini, il y a eu tous ces gens qui m'ont amené. Il y a eu Solanas, il y a eu Robert Rocha. il y avait tout ça, Youssef Chahine, Salah Abou Seif, la Est-ce que tu te censure, considères tout comme ça. un cinéphile éclectique? Ah oui, oui, oui. Et puis il y a aussi les cinéastes tunisiens qui m'ont marqué. Par exemple? Par exemple, On y vient. oui, les ciné-clubs nous ont montré le moyen métrage. خليفة Non. الأقرع mais moi c'est le court métrage le moyen métrage متاع باباي مش باباي باباي Ah, tu parles de moyen métrage. J'ai l'impression que tu parles de il Rida faisait Behi. Non? Non? c'était quand j'étais amateur que j'ai vu Ah, d'accord. Waradan Waradan. voilà C'est un moyen Waradan métrage, Waradan. ouais, et il fait moins d'une heure, il fait peut-être 45 ou 50 minutes. Ouais. Abdi Ben Ammar, évidemment, Sajnen. avec Sajnen et Aziza, qui m'a énormément touché. Les traversées de Mahmoud Mahmoud, je me rappelle, Ciné Club. On sortait des salles en parlant des films, et traversée m'a tellement emporté. J'entendais les critiques, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne supportaient pas ce film, alors que moi, Qu'est-ce qui t'a énorme, je ne sais plus, mais tout m'a plu. Traversé, c'est pour moi un des plus grands films tunisiens, qui m'a vraiment un des films qui m'a le plus bouleversé de Mahmoud. Et le film cité par Hans Kamoun. Khalifa Lagra, évidemment, mais Parce je l'avais que, vu même en dehors du ciné-club, parce qu'on le voyait tout le temps. Parce que là, tu as parlé tout à l'heure de Amarcord. Parce que dans Amarcord, à part la femme au gros sein et tout ça, il y a quand même la forme qui est le baroquisme. Enfin, on peut appeler ça comme on veut, hein, mais je pense que ça t'a marqué cette forme, on va dire alternative ou autre, non classique. Oui, une liberté, une explosion, tu vois, quelque chose qui nous emporte, quoi. C'est voilà. Et si je te dis Khalifa Lagra versus Sajnen, Khalifa Lagra, parce que je crois que je l'ai vu comme film, comme film tunisien qui parlait de la libération de la Tunisie. Non. Mais
Enfin, c'était comme ça, moi, dans ma tête, Et c'était aujourd'hui, placé. tu le vois comment? Je l'ai pas vu depuis, Ouais. je sais pas, moi, chaque fois je veux le revoir, mais je n'arrive pas. Mm. Il y a eu une copie restaurée, je pense, et je sais pas où elle est. Parce que La moi, sortie, elle est jamais montrée. j'ai un peu comme le sentiment, bah, j'ai une copie si tu veux, hein, Ah mais oui, je veux bien. j'ai un peu comme le sentiment qu'il y a quelque chose de Khalifa Lagra dans tes films. Ah, que c'est un sentiment, c'est pas un sentiment, c'est une idée Ah, personnelle. et c'est Ouais, possible, ouais. ouais. C'est Notamment, possible. entre autres, d'abord avec cette forme très particulière qu'a le film, qui n'est pas une forme tout à fait classique, hein, et puis le personnage en lui-même, qui est une sorte de marginal, euh, un peu qui inaugure ce qu'on pourrait appeler un peu comme la figure de, ça met à défaut d'autre chose, hein, la figure de l'idiot dans le cinéma tunisien. Et or, on retrouve un peu ça chez toi. C'est même pas en filigrane, c'est quelque chose qui est quand même là, hein, important dans tes films. Oui, mais c'est pas, je pense pas que, je sais C'est pas. pas une influence directe. Non, Mm, mm. non, je le sens pas Et comme ça. donc, par rapport au. Tu as parlé de Abdeltif Ben Ammar, tu as parlé Et de. même Fibilet Tararan, je me rappelle, j'ai fait la queue pendant une Oui, heure oui. au Bolessi Mm, Darboun pour la queue pour pouvoir entrer dans la salle. mm, Et j'ai vu ces sketchs qui mm. étaient un truc assez extraordinaire. Ouais. Ça aussi, ça Tu avais la m'a. vraie version avec les trois Oui, sketchs, oui, hein. oui, les trois sketchs, Moi, oui, à j'ai la vu que sortie les en deux. salle. Ouais. Ouais. Mm, mm, Ouais, j'avais été le voir en salle, fait Paris, et on a fait la queue pendant une heure mm. pour entrer. Bon, Anat, il y a ce côté vraiment événement quand on va, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir nos propres images de nous-mêmes. À cette époque, c'était ça qui nous touchait dans les films tunisiens, mais je pense qu'il y a eu aussi à partir de ce qu'on a appelé l'âge d'or, hein, avec Nasser Khmir et puis Nouri Bouzid. Tu n'étais pas là à ce moment-là. Là, j'étais à Paris, même j'ai programmé ces films quand j'ai organisé un festival de films arabes à Paris. Donc c'était pas du tout, c'est pas des films qui j'aime beaucoup, hein, J'aime beaucoup qui. mais Nasser Khmir surtout, Les Baliseurs du désert, je l'ai montré beaucoup aux enfants, par exemple, dans les Et tu aimes écoles. toujours. Ouais, Le Baliseur du désert, ouais. oui. Et après, le reste, Le reste, ce qui j'ai est pas venu vu après. les colombes. Colère perdue de la colombe. La colombe et après c'était moins, Mm, j'étais mm, moins proche de ce cinéma, quoi. mm, mm. Baba Aziz, non. Non. Et pourtant c'est le même acteur, c'est Mohamed Grayer qui a joué dans Baba Aziz. Mm, mm. Mais Et Nouri Bouzid, moi, Nouri Bouzid. ça n'a pas été une influence pour Ah moi. bon? Non, L'homme de cendre, les non, Hatchaï. du tout, ça m'a pas touché quand je l'ai vu à Paris. Mm, Je le dis mm. franchement, même si ça choque beaucoup de Tunisiens. Non, Moi, mais, c'est mais dans ce qu'on appelle l'âge d'or, il commence à peu près avec les baliseurs du désert. plutôt à Euh, Halfawin, moi, m'a plus ah, touché voilà, quand je l'ai hein, vu en France, voilà. Et ça Halfawin. finit avec à mon avis, bon, enfin, وفيلم منصف ذوي Mansouri, justement, Sultan al-Medina. سلطان المدينة qui m'a هذوك اللي bouleversé. عجبوك. Ah oui, ah oui, m'ont plus bouleversé, m'ont plus plu. Enfin, je dis ce que je pense, hein, moi. Je suis désolé pour les On gens était qui là sont pour ça, hein, on est là surpris. pour ça. Donc en 2002, enfin avant 2002, tu es là sur ton projet, ton premier film, un long métrage, Khorma. À ce moment-là, tu as une position vis-à-vis du cinéma tunisien. Tu es conscient que tu te positionnes à un certain endroit pour changer quelque chose. C'est quoi? Non, changer, je ne me prétends pas vouloir changer ou bouleverser. Tout ce que je voulais, c'est avoir un discours, mon propre discours et sortir des facilités dans lesquelles je voyais tout le cinéma arabe tomber. Donc, ça Quel m'intéressait type pas. de facilité? Les questions, par exemple, sur le cinéma tunisien, le rapport au dialogue, par exemple, comment Mm. les acteurs parlent. Ouais. Je trouvais qu'ils parlaient trop d'une manière théâtralisée ou théâtrale, quoi. Mm. Moi, quand j'étais jeune, plus jeune, avant de venir en France, j'ai vu Rassel Tnoueder. Ma sœur m'a amené au festival pour voir Rassel Tnoueder, qui m'a vraiment bouleversé. Et j'avais l'impression que tout le cinéma tunisien continuait à faire Rassel Tnoueder, au moins au niveau des dialogues. Mm. Et moi, je trouvais que moi, j'étais plus, comme j'ai dit, plus proche du néoréalisme. Donc, je cherchais quelque chose de moins poétique. Les gens ne parlent pas en poésie. L'acteur ne doit pas être si faux quand il est poète. Il faudrait qu'il parle en poésie. Mm. Mais je n'ai pas du tout
peut-être aussi parce que je vis en France et que je n'ai pas un rapport à la langue arabe aussi comme que si j'avais fait tout mon parcours en Tunisie, je sais pas, mais moi, le rapport au dialogue, et puis la légèreté, la surcharge dramatique sur les questions sociétales voilà, me gênait un peu. Je ne sais pas dire, mais je sais qu'il y a quelque chose comme ça que j'avais pas envie de faire, quoi. J'avais envie d'être plus dans une forme de spontanéité, dans une forme de, et surtout ne pas passer mon temps à vouloir montrer que je sais faire un travelling, quoi. Mm. Ça. Et moi, avant de faire mon film, parce qu'avant de faire mon film Khorma, j'avais 40 ans quand j'ai fait Khorma. Ah oui. Donc, avant, il y a eu 10 ans en France où j'ai fait mes courts-métrages, où j'ai écrit mon premier long-métrage en France que je n'ai jamais réussi à faire. Donc, j'avais déjà un désir de cinéma. Enfin, je commençais à faire et à voir. Et donc, je voyais tout ce qui sortait, que ce soit au cinéma arabe. Tout. Et j'étais toujours assez. Et j'ai même organisé des festivals de cinéma pour des manettes. Et il y a toujours ça que je me suis dit, moi, si je fais mon film, il faudrait qu'il soit plus léger, quoi, plus spontané, plus libre, plus. On s'en fout que si les travelling sont beaux, que ça ressemble. Et puis ces films silencieux, moi, m'énervaient beaucoup. Les films Du type je sais pas, où il y avait comme ça un cinéma des presque, noms. presque par moment presque ethnographique, quoi, fait par. Je dis pas que c'est pas bien, hein, Mm. mais tu vois, il y avait le film de Taïb Louhiche que j'aime beaucoup, le film Al-Arth. L'Arth, comment il Non, s'appelle le film de c'est Taïb pas Louhiche? l'Arth. L'ombre L'ombre de de la la terre, terre, c'est Dhul ça. al-Ard, Ouais, Dhul de al-Ard. l'Arth, hein. Il y avait à ce moment-là le cinéaste Gilyas Güme, le turc là, qui est un grand cinéaste turc qui faisait aussi des films assez Silencieux. silencieux et lents. Et moi, j'avais besoin enfin, j'avais envie d'autre chose, quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Après, si on n'arrive pas à se positionner par rapport au cinéma qu'on voit, pourquoi faire des films? Ouais. Ben oui. Donc moi, c'était une question fondamentale pour moi. Mm. Je me dis, si je fais des films, si je fais un film, il faudrait que mon film amène, enfin, cherche autre chose, ce qui a été cherché jusque-là, quoi, par d'autres. Je suis pas là pour répéter ou pour faire, ou que ce soit des grands cinéastes, voilà, euh, des cinéastes moins connus. Ouais. Et donc, ça donne Khorma au départ, Voilà, qui est ton premier coup d'essai. oui, ça Et donne. on a déjà la mise en place d'un univers. Oui, bah, Khorma, c'était pour moi la redécouverte de ma ville de naissance, Benzart, Manata Bizerte, et Justement, puis, Bizerte, ça revient. Hein. ah oui, oui. Pas toujours, mais ça revient, comme euh, une sorte de piqueur de rappel à chaque fois. oui, parce que Ça il y a des films où c'est pas Bizerte, mais ça finit toujours par où il y revenir. a toujours Bizerte dedans, même quand Mm. Fiar Sedib il est tourné à Tunis, Oui. le cabaret on l'a tourné à Bizerte Ah. et l'équipe de foot Mm. qui passait dans Tunis c'était le CAB, l'équipe de Bizerte. Donc il y a toujours comme ça des clins d'œil parce que ça m'amuse au cas où c'est Ah. et, et cette ville qui a été une ville un peu, c'est une ville de retraités, hein, Bizerte. C'est une ville, on s'ennuie beaucoup quand on est jeune. C'est une ville où on a envie de se suicider tellement elle est belle et qu'on s'ennuie. C'est une ville toute petite, tout le monde se connaissait. Dès qu'on faisait un pied de travers, on arrive à la maison, tout ce qu'on a fait, il était déjà à la maison, quoi. C'était assez étouffant. J'étais très content d'arriver à Paris. J'étais très content que plus personne me reconnaisse. J'étais très content. D'ailleurs, quand j'allais dans un bar, si le barman me resalue le lendemain, je retourne plus dans le bar. Il faut plus qu'on me connaisse, quoi. Tellement j'avais plus envie qu'on me voie. C'était donc, mais j'adore cette ville. J'adore cette ville. C'est comme tous ceux qui sont. Elle est presque. On dirait une île. Hein, c'est une presqu'île. Donc, on a un Ouais. peu la mentalité. Mais voilà, donc Insulaire. insulaire. Et puis après, parce que cette ville a été très généreuse avec moi, elle m'a ouvert ses portes. Quand j'ai tourné Khorma, c'était étonnant. J'arrive avec la grosse machinerie, les camions, le cinéma, avec l'industrie, même si c'était petite industrie par rapport à d'autres films, mais quand même.
pour la ville, ça n'est pas arrivé souvent qu'il y ait ces camions, et surtout dans la Médina, enfin dans ce qu'on appelle Hamtlan Lisman, la partie andalouse de la Médina. Et au début, je parlais aux gens en arabe, tunsi, et les gens me parlaient en français, et ils refusaient. Et au début, ils nous disent: qu'est-ce que tu viens filmer ici? Tu viens prouver notre pauvreté. Ils étaient très agressifs. Et comme le film se passait dans la rue essentiellement, donc petit à petit, les gens ont compris que je racontais autre chose. Et à la fin, c'était terrible. C'était d'une générosité incroyable. On voulait me marier, et les maisons se battaient, chez qui je vais aller manger, si je tourne chez quelqu'un, l'autre se fâche. Mais c'était passionnant. Les gens venaient des autres quartiers pour venir là-bas pour suivre le film. Et la rue, les gosses sortaient dehors et ils chantaient Abtsatar, moteur, silence. Les gosses, c'était Mohamed était là. On a vécu des choses assez extraordinaires pendant le tournage. Évidemment, une fois que tu as vécu ça, tu as envie de le revivre. Et ils ont été vraiment généreux. Maintenant, quand quelqu'un tourne à Bizerte, on dit Gilène, il est en train de faire un film. Même si c'est la télé qui arrive. Donc, et quand j'ai eu besoin de cette ville, après la Révolution, pour tourner des films sans autorisation de tournage, sans argent, sans rien du tout, c'était possible parce que j'étais à Bizerte. Et donc, on a déjà là la mise en place de certains éléments qu'on va retrouver, très forts de ton univers. Archi rebattu, on t'en a parlé, j'imagine, je ne sais combien de fois, la marge, la marginalité. Mais pour éviter de retomber dans les mêmes choses à chaque fois qu'on évoque ce thème, moi j'aimerais plutôt la tirer aussi du côté de ce que j'appelle, j'en ai parlé tout à l'heure un peu par défaut, la figure de l'idiot. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Et à la rencontre avec Mohamed Graya. Pourquoi lui? Et c'est lié à la figure de l'idiot. La figure de l'idiot comme figure littéraire, c'est pas l'idiot au sens plat du terme, c'est qu'on retrouve chez Dostoïevski, chez Faulkner, voilà, c'est une figure importante. Oui. Mohamed Graya était une vraie rencontre. C'était, juste pour raconter l'anecdote, c'est que je faisais un casting, rien ne me plaisait. Parce que moi, je l'ai connu, lui, dans ton film. Oui. Et comme je n'arrivais pas à trouver l'acteur principal, ils m'ont dit, on a quelqu'un qui n'est pas forcément très bon acteur, mais qui travaille avec nous comme décorateur ou truc comme ça, on vaut te l'apporter, mais voilà, on ne te conseille pas de le prendre. Même quand j'ai commencé le tournage. Ah, donc il n'a pas fait l'ISAD, lui? Non, il a un parcours très particulier, Mohamed. S'il veut en parler après. Et donc, même quand on a commencé à faire l'italienne, tous les acteurs sont venus à Bizerte et on allait commencer à tourner dans une semaine ou un truc comme ça. Les acteurs de la télé, les maroufines, enfin ceux qui sont connus, ils sont venus me dire: toi, tu es un enfant bien élevé et tout ça. On veut te conseiller. Tu es sûr de ton acteur? Tu es sûr de ton choix? Si tu veux, demain, on te trouve l'acteur. Eh bien, c'est quoi? Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Parce que c'est mon image, Mohamed. Ah. C'est comme ça que je me vois. Et quand je te dis la figure de l'idiot, ça te dit que ça te parle? Oui, bien sûr. C'est une notion qui te parle. C'est moi. Ouais. C'est moi. Et il a quelque chose de... C'est l'idiot intelligent, c'est l'idiot qui sociétalement... L'idiot, c'est celui qu'on prend pour un idiot. On le prend pour un idiot. Et il a un statut social d'idiot. Ouais. Il a un statut qui lui permet de faire tout ce qu'il veut. Parce qu'on considère qu'il est idiot. Est-ce que cette figure t'attire? Parce qu'elle est importante dans tes films. De Mohamed Graya à Jamel Madani à Majd Mastoura, moi je la retrouve. Elle est là. Elle circule. Et puis tu reviens à Mohamed Graya. Hachet, en B23 aussi. Elle a une liberté, c'est quoi? Une innocence, une vérité, une crudité, c'est quoi? C'est être plus
plus intelligent que les autres, plus intelligent que la société. C'est se débrouiller, quoi. C'est montrer qu'on n'est pas, enfin, qu'on peut. Vous pouvez tous me manipuler. Voilà, je suis devant vous. Ouais. En fait, c'est moi qui vous manipule. Ben, c'est l'histoire de Khorma. Bien sûr. C'est l'histoire du film. Ouais. Oui, mais alors, il y a un problème c'est que, enfin, un problème, c'est pas un problème, mais c'est qu'il y a Hallouma, l'élu de son cœur, la fille qu'il aime. Et à un moment donné, il choisit la quête du pouvoir. Et Hallouma disparaît. C'est la fille qui désire. C'est pas la fille qu'il aime. La fille qui désire. Hmm. D'ailleurs, c'est pas le seul qui la désire. Tout le monde la désire. Et donc, non, il l'a laissé en. Ce sera pour Non. après la quête du pouvoir, Oui, parce qu'il s'engage dans une quête de parce pouvoir. que le pouvoir. C'est ça, le malin, l'intelligent. Ouais, voilà. Ce qui est important pour l'instant, c'est le pouvoir. C'est que installer un pouvoir et après, on commence à en profiter. Mais tu sais, il y a deux choses hein, dont j'ai envie de parler par rapport à ça. D'abord, c'est un motif. Enfin, la question du pouvoir, on ne va plus la retrouver dans tes films d'après. Hein. En tout cas, pas de façon frontale, aussi frontale que dans celui-là. Hein. Et, enfin, je ne sais pas, peut-être tu es conscient, ou bien c'est venu tout seul, je ne sais pas. Mais ce que ça dit aussi, le fait que ton héros, Khorma, arrive au sommet, à un moment donné, du pouvoir dans cette ville finalement un peu fantasmatique, un peu imaginaire. Ce n'est pas la Bizerte réelle, hein, c'est la Bizerte de ton film. Mais ça dit quelque chose sur la fragilité d'un pays où quelqu'un comme Khorma, justement, peut arriver à atteindre le sommet du pouvoir. Oui, tout à fait, oui. Comme je pense que pas que la Tunisie, partout. Et d'ailleurs, on le voit de plus en plus. Mais donc, puis après, oui. Après, je suis passé à autre chose, oui. Ouais. Et tu finis par Khorma par une image christique. Beaucoup ont vu, moi aussi, hein, une influence de Pasolini. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr, je Fini l'ai en conçu. croix, Oui, oui, oui. Elle était mais- presque inconsciente, je l'ai découvert Ouais. après, que j'ai presque pompé la même image d'un film de Mais en même Pasolini. temps, tu la tournes en dérision, parce que c'est pas aussi tragique que. Oui, c'est pas Voilà. tragique. Alors c'est important, ça, chez toi, d'avoir toujours ce côté, à un moment donné, l'ironie, l'humour, quelque chose qui vient casser quand ça devient trop tragique. Oui, 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 parce que, oui, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ouais. Oui. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, c'est ton premier film et il est réalisé en 35 mm. Mhm. Et tu ne vas plus faire ça après. Oui, après, ce que j'ai découvert en faisant Khorma, c'est que je passais plus de temps à attendre que les techniciens préparent la scène que le temps que j'ai avec les acteurs. Et moi, je fais du cinéma pour être avec les acteurs, c'est pas pour faire de l'image. Il y a des cinéastes qui sont de l'image. Ah, donc c'est pas un choix d'argent, le fait non. d'être passé Du tout. à la vidéo Du tout, numérique. du tout. J'aurais pu tourner en 35 à Sadib. Non, ah bon du tout. Ah, bien sûr. Mais C'est pas plus cher. c'est plus cher. Enfin, c'est plus cher, mais quand on voit après la cuniscopage, ce que coûte pour redevenir en 35, parce qu'après il sort en 35 le film. Donc au fin de compte, non, ce n'est pas fondamentalement différent. C'est différent dans la manière de filmer. Ce n'est pas économiquement, c'est pas forcément. Mais pourquoi ça prend beaucoup plus de temps à préparer une scène? C'est une question d'éclairage, et l'éclairage c'est aussi Parce un que- problème parce que pour la vidéo. Non, c'est pas la même chose. Ah bon? Non, ça se passe pas pareil. Et puis quand on a une 35, déjà l'équipe mimage devient. Tu as le chef-op, 3 assistants, 4, tu as un machinot, tu as un truc, déjà l'équipe image, elle te fait la moitié de l'équipe. Et ils deviennent, ils essayent, souvent c'est eux qui prennent le pouvoir sur les films. Donc, et puis parce que pour faire un travelling, parce qu'il faut être précis, parce que des choses comme ça, c'est pas quand on tourne. Moi, je tourne avec la DVCAM après, ça veut dire que je n'ai même pas d'intervention sur le point. Je fais pas le point. Et pas, si on faisait le point, on avait un truc pour faire le point, mais très souvent, c'est beaucoup plus simple. Ça veut dire on ne mesure pas, on ne fait pas les choses. Sinon, tu laisses la caméra faire le point toute seule, Parfois, oui. automatique. Parfois, oui.
Parfois, je fais ça quand j'ai besoin d'être plus libre avec l'acteur et la situation me le demande, je le fais, pas de problème. Mm. Pour moi, l'esthétique n'est pas obligatoire toujours la même. L'esthétique, on l'a choisie. Et l'esthétique, quand on l'a assumée, elle- le beau n'a pas de sens dans un film. Tu, Ça n'a pas de sens quand quelqu'un te dit un film est beau. il, Ça il- veut dire, c'est comme si tu disais une fille est belle. Ça veut dire qu'elle est mm. mannequin, elle est même pas désirable. Mm. Alors que quelqu'un, s'il y a l'esthétique, c'est quelque chose d'une cohérence, quoi. Ce n'est pas une plastique. Voilà, c'est pas un Cinéma plastique. pauvre, tu parles, ça t'arrive de parler de cinéma pauvre. Oui, de ce qui est venu de Pasolini, de Fellini, de tout ce cinéma. Fellini un peu moins quand même. Mais au début, non. Au début, ils étaient tous à caméra à l'épaule dans la rue, quoi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je tourne, c'est ce temps que je passe dans mon rapport avec l'acteur et comment Donc je l'acteur est rapporte ça. central chez toi. Ah oui, c'est fondamental. Sans acteur, je n'écrirais pas de film. Pourtant, tu admires, enfin, tu aimes le cinéma de quelqu'un comme Aladdin Slim, par exemple, Ah oui, oui, mais ça chez me... qui on peut pas dire que l'acteur soit. Oui, enfin, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres films qui font ça. Mm. Moi, mes préférences personnelles quand je travaille, moi, j'ai besoin d'humain, quoi. J'ai besoin de trucs. Moi, je sais pas tourner un film en disant à l'acteur, marche 10 mètres, puis là, tu tournes parce que là, sinon, tu rentres dans l'ombre, et tu comptes jusqu'à 3, et puis tu lèves la tête. C'est ridicule pour moi. Je peux pas. Je peux pas travailler comme ça, ou que jamais si tu trempes ou tu trouves un autre mot dans les dialogues, je fais couper et je te fais un scandale. Non, pas du tout. Moi, c'est une autre relation. Je mets une place, je mets un dispositif et dans lequel mon film va se dérouler devant moi et moi, je vais capter, je vais filmer et je vais donner à l'acteur la possibilité d'être mon personnage. Donc tu ne découpes, tu ne. Je découpe. Horma a été storyboardé jusqu'au bout. Oui, Khorma. Mais Mais c'est pour. en partie. Je l'ai pas. J'ai fait un storyboard et je l'ai jeté après. Ah, il est fait Mais pour être jeté ben finalement. oui, il est fait pour la préparation, pour savoir comment je veux quelle chose je vais Mm. avoir. Et puis quand on change de caméra, on va pas prendre la DV-cam et prendre tous les problèmes de la 35, les amener. Faire un... Donc moi, si je prends une caméra légère qui se porte dans la main, je vais profiter de ça. Donc, et comme ça, je fais un travelling de 20 minutes. Je mets la caméra sur le scooter, je l'attache avec du scotch, je mets les acteurs sur le scooter et je leur dis allez faire un tour. Et la caméra les filme et quand ils reviennent, je regarde ce qu'ils ont filmé. Et c'est largement, et ça donne ces travelling de scooter dans la ville de Tunis que moi j'adore. J'aurais jamais pu faire ça si j'avais beaucoup d'argent. Parce que beaucoup d'argent, il aurait fallu faire un camion devant, des lampes de côté, des machins, 50 000 personnes. Et pour ce travelling, prendre une journée, alors que ça a pris 10 minutes le temps qu'il fasse le tour. Et on t'écoute comme ça. On se dit, il change le support, il change le type de caméra, ça a des conséquences esthétiques, artistiques, cinématographiques, ça change son cinéma. Et pourtant, pour moi, Tendresse du Loup est plus classique que Khorma. Dans sa forme, c'est un film marzouk, mejdout, tendu de bout en bout, c'est presque un film noir. C'est Oui, c'est un film dont la dramaturgie est beaucoup plus serrée. C'est quelque chose dont tu vas t'éloigner par la suite, mais dont la dramaturgie est encore plus serrée que dans Kholma. Tu n'es pas d'accord? Peut-être, oui, mais Mm. je sais pas, je ne sais pas l'analyser je le conscient. Il n'était pas conscient. Si c'était le cas, c'était pas conscient. Mm. Même après, quand je vais Pidoun, c'était pas du tout conscient que je vais faire un film un peu déconstruit ou Mm. chose comme ça. Mm. Non, non, Ah bon, c'était pas conscient, ça, Bidoun. ça, Mais on va y venir, ça, Bidoun. ça On va vient y comme venir. ça, ça vient Ouais, comme ça. ouais. C'est l'énergie du film, c'est ce que j'écris, c'est qu'est-ce que j'ai envie de filmer par rapport au film d'avant. Toutes les frustrations que j'ai eues, Firma,
Je l'ai fait dans Al-Sadib et toutes les frustrations d'Al-Sadib. Je l'ai fait dans Winobab, toutes les frustrations de Winobab. Je l'ai fait dans La Peau, et ainsi de suite. Moi, chaque film m'amène à l'autre. Donc, On a l'impression quand même que dans Al-Sadib, t'es pas du tout dans le même état d'âme. Le monde est beaucoup plus noir, plus dur, plus cruel dans ah ben Al-Sadib. oui, c'est une histoire de Il y viol. a une histoire de viol C'est et une histoire de d'injustice. justice Oui, impitoyable. C'est un film dur quand même. oui, Hein. c'est un film. Est-ce que c'est le sentiment que tu as par rapport au pays? Est-ce que entre Khorma et... Non? Non, non, ça n'a rien de différent. Simplement, Khorma, c'était ma ville avec deux mondes de mon enfance. Et là, je suis dans la Médina de Tunis. Je suis dans une histoire de conflit, de violence. Tu sors d'un peu de la Médina Qui est aussi quand pareil, même. c'était Hein. le même conflit. Khorma, c'était aussi violent. Sauf que là, on était dans la nuit, le film durait une seule nuit. Bah oui, c'est un film L'événement se nocturne. passe dans une seule nuit. Donc, cette unité de temps m'oblige à quelque chose et donc donne cet aspect noir ou dur ou choses comme ça. Puis Non, évidemment, le film est... est très dur, oui, je Oui, sais. oui. Et en même temps, je ne sais pas, tu me corriges si je me trompe, hein, Hassid, il y a eu un moment de grâce, comme la possibilité, comme ça, fugace d'un couple, et puis très vite déçu par la suite. Mais c'est ça la tendresse du loup. Oui, c'est que le rêve et la réalité, c'est pas la même chose. Non, mais il y a un moment où on a l'impression Oui, qu'il y a de la tendresse entre eux deux. quand ils sont C'est pas ensemble, faux, c'est pas qu'elle joue. ils s'aiment, mais le matin, c'est le jour qui se lève. Et donc la réalité est là. Le gosse, le gars, c'est un loser et la fille, c'est une prostituée. Donc elle retourne à son monde et lui, il se retrouve dans sa lâcheté, avec sa lâcheté. Donc il lui reste plus que l'échappée imaginaire et César et à Evora et il va Voilà. dans le rêve. Bon, alors il y a là qui apparaît un motif qui parcourt des films, l'immaturité. Ah, Est-ce que tes personnages, il y a de l'immaturité chez tes personnages, c'est quelque chose, حاجة معناتها que tu es. tous les Est-ce qu'il films. y a un éloge de l'immaturité Non, chez non, toi? c'est pas ça. C'est que tous les films que j'ai fait avant la Révolution racontaient l'impossibilité d'affronter le père. Et donc l'autorité, Voilà, et donc la possibilité de faire une voilà, révolution. on va. Après la Révolution, c'est autre chose. Mais avant la Révolution, moi, c'était mon souci, c'était mon gros problème, surtout quand Donc il y avait une impossibilité de s'émanciper à l'époque. à l'époque, c'était très difficile, oui. Quand نحكي حتى l'émancipation de l'individu. Ben هو oui. بينه وبين روحه. Oui, parce qu'il est sous la coupe de son père et il ne peut rien faire tant que le père ne l'autorise pas à faire les choses. Et donc, il lui reste que le rêve, il lui reste que la parole, il lui reste que la frime, quoi, la tchatch, c'est tout ce qui lui reste. Bon, dans La Peau, dont je n'ai lu que le très bel article de Heger Bouden, j'ai l'impression que il y a un petit interstice, un petit espace pour qu'un couple vive au moins quelque chose. Oui, dans la peau, c'est autre chose. Dans la peau, c'est un. Je suis rentré en Tunisie, je vivais en France. Et après Al-Sedib, La je me Peau, suis c'est réinstallé. 2009. Hein. Ouais, je me suis réinstallé en Tunisie et je voulais faire une histoire d'amour, euh, une histoire comme ça, illégitime. J'étais en train de Pourquoi faut-il qu'elle soit illégitime? parce que je redécouvre la Tunisie et la question de la liberté pour moi. Pourquoi? La question pour moi qui m'intéresse dans ce film, pourquoi on surveille les personnes même dans leur intimité? Quel est l'intérêt que la police sache ce que je fais dans mon lit? Quel est l'intérêt que la société sache ce que je fais dans mon lit? Et donc le questionnement principal, c'était celui-là. Et donc, j'essayais de redécouvrir la Tunisie, que j'avais quittée 20 ans avant. Et donc, je me suis dit, il faut que j'ai fait des documentaires avant. J'ai fait le documentaire de Bochra, qui était sur le divorce, sur les relations hommes-femmes. C'est ça qui m'intéressait, comment s'organiser les relations hommes-femmes en Tunisie, sexuellement, sensuellement et sociétalement. Et donc, petit à petit, j'étais amené, j'ai écrit ce film, mais vraiment presque en le tournant. C'était une expérience très particulière où je n'avais fait aucune préparation, j'arrivais dans les décors, je ne savais pas dans quel décor on va tourner. Et donc, c'est ça qui m'intéressait, c'était cette relation, surtout que je ne vivais
En France, les choses se passent autrement. Et donc, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui intéresse la société, pourquoi la société veut intervenir dans ces relations de couple. Quel est l'intérêt de savoir ce que font les gens entre eux. Et c'est là que tu inaugures l'utilisation de la caméra de surveillance Oh, oh. comme élément de dispositif Non, je l'ai de commencé mise à en... Arsedib. Arsedib, Ouais. il y avait Oui, c'est vrai. il y a des images en plongée, parce que Mm. la plongée, pour moi, est un élément fondamental. Simplement parce que il y a un film de Rachid Mashraoui d'ailleurs qui est là, qui pour moi le meilleur de ses films, son premier qui s'appelait Couvre-feu, Couvre-feu, où il a filmé ce qui se passait à Gaza, je crois, et il a filmé d'un toit à l'autre. Et les patios étaient comme des miroirs, on voyait les vies. Et chaque fois, on avait su l'homme qui s'engueulait avec sa femme, l'autre la femme qui faisait des trucs. Et c'était une vision très cinématographique. Et je en ai beaucoup parlé à un moment, parce que j'ai découvert ça, je l'ai vu à Paris, je l'ai connu à Paris, et c'était extraordinaire et ça a énormément influencé cette vision. Et je trouve que cette vision, elle est assez extraordinaire parce qu'il y a une manière d'écraser les décors qui me touche beaucoup. D'ailleurs, un peu comme je ne sais pas si vous connaissez les dessins, les miniaturistes, ce qu'on appelle les miniatures chiites ou persanes, où il était obligé Il y a dans un écrasement l'islam. de la Oui, perspective. mais c'est même politiquement. Ça veut dire que on autorisait la représentation humaine que d'un point de vue qu'on soit au sommet du minaret, en regardant le monde d'en bas, pour ne pas être à la place de Dieu, qui lui peut être à tous les endroits. Et donc, quand on regarde d'en haut, il faut qu'il n'y ait pas de perspective. Et il y a eu une lutte, il y a des gens qui ont été tués parce qu'ils ont voulu faire comme les Italiens, comme les trucs, faire des dessins avec des perspectives. Il y a eu tout un truc, il y a Panouk qui a fait un roman extraordinaire, Blanc et Rouge, qui était extraordinaire là-dessus. Je vous conseille vivement de le lire pour comprendre le sens de l'image dans le monde musulman. Et ça, vraiment, c'était fondamental pour moi et ça a continué. Et donc, faire Sedib. Et aussi, c'était à ce moment-là, on filmait la guerre d'Irak. Et on voyait la guerre par les images satellites. Donc on était regardé d'en haut et donc cette des surveillance choses très abstraites qui nous regarde et puis tous ces trucs de Big Brother et tout ça. Donc là par contre la chose qui était importante dans la peau, c'est que j'ai tourné pour la première fois le film. C'est ma première fiction. Toujours dans le même principe, en insertion dans la société, sans jamais ni arrêter de circulation, ni préparer les lieux, ni créer des décors. C'est tourné. Tu avais des autorisations quand même. Sans autorisation. Tu as tourné sans autorisation. Sans autorisation. Comme leur amour, il est illégitime, toi aussi, tu étais illégitime. Rien n'était autorisé. Et donc, j'ai travaillé avec des caméras de surveillance. Tu épouses ton sujet dans ton dispositif cinématographique. On a construit avec l'actrice et l'acteur un spectacle de chant, un tour musical et de danse. C'est une vraie danseuse? Non, non, oui, à l'époque, elle sait danser. Elle sait danser. Elle m'a dit qu'elle sait danser. Moi, elle ne sait pas chanter. Qui sait danser quand même. Elle est danseuse. Mira Chebli est une danseuse. D'accord. Et Mohamed, l'acteur principal, Momo, était musicien le bœuf. Donc, c'était un musicien aussi. Qu'est-ce qu'il joue? Donc, on a fait. Quel instrument il joue? À la guitare. Maintenant, il est plus producteur que. Donc, on a construit un spectacle et on a été dans les cabarets, on leur dit, voilà, on va vous offrir le spectacle, mais vous nous permettez de placer nos caméras de surveillance partout. On prévient le public qui vont filmer parce qu'il se passe des choses dans les cabarets. Donc, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être filmés. Donc, ceux qui n'ont pas à être filmés, on laisse des endroits pour qu'ils se mettent. Et donc, on offrait le spectacle et le public, on ne le choisit pas. C'est ceux qui vont venir ce soir-là. Si on n'a personne, on n'a personne. Si on a du monde, on a du monde. Donc il y a un côté semi-documentaire. Oui, bien sûr. C'était presque un documentaire sur cette vie de couple entre les deux. Et d'ailleurs, on tournait avec eux jour et nuit,
tout le temps, tout le temps. On a fait le film en 12 Non, jours. ça devient le cinéma comme bricolage, Bah, vraiment. c'est Hein. du bricolage, mais c'était un choix. C'est pas un bricolage, c'est une Non, non, décision très bricolage, organisée. c'est Non, c'est c'est une pas notion bricoler. noble, bricolage. Non, on Oui, peut le peut-être. voir comme une notion noble. Hein. Mais c'était hyper précis dans le dispositif. Moi, je crois beaucoup au dispositif. Si je fais Mm, pas un dispositif, si je ne mm, fabrique pas ma prison, je vais me perdre. Donc, mm, j'ai besoin de limites. Donc, je construis mes limites. Et ces limites, elles sont claires et dans lesquelles on peut bouger. On mm. peut, on n'est pas Improviser tenu. aussi. Oui, on improvise beaucoup. Je Mm. dis, même Beaucoup les textes, le les scénario était textes. écrit pendant qu'on jouait, Mm, pendant qu'on faisait. Un jour, par exemple, une anecdote, on était là, tous, et comme on était fatigués, les acteurs étaient sur le lit, et on était tous là, le chef-op a dormi devant la caméra, les acteurs dans le lit, et nous, tous, on a dormi. Tellement on était fatigués que alors que vous notre deviez journée. tourner. Oui, on a dit, tout le monde s'est endormi en même temps. Donc, tellement on tournait jour et nuit, on n'avait Mm. pas. Combien On de jours tournait de dans la tournage voiture dans la 12 peau? jours. 12 jours. 12 jours, c'était eux, ils devaient avoir 12 jours de 4 cabarets de Bizerte, Hamamet, Sfax, Gerba, et remonter. Et donc, quand on le fait comme ça, donc ils avaient des contrats, ils arrivaient dans un cabaret, on leur donnait une chambre pour dormir, donc ils ne savent pas quelle chambre. Nous aussi, on ne sait pas quelle chambre. Donc, on arrive à l'hôtel, on prend nos chambres. Et on choisit quelle chambre va être le décor. Le pauvre qu'il y avait dans cette chambre-là, il n'était pas content, mais c'est comme ça tombe sur lui. Donc on jouait dans cette chambre, et au cas où, même l'hôtel ne savait pas qu'on tournait. On lui dit on va mettre quelques petites caméras, on Tu n'avais pas de soudoyait. matériel d'éclairage? Rien, je ne mettais aucun éclairage. Tout était ce qu'il y avait. Combien t'a coûté le film? Euh, je sais pas, j'étais pas seul, donc, mais pas grand-chose. Pas Pas grand-chose. grand-chose. Pas grand-chose. Et c'était le début, c'était la première fois où je tournais comme ça, de cette manière-là, et ça m'a absolument passionné. Je me suis jamais aussi senti cinéaste dans mon film, quoi. Plus que dans ces manières-là, quoi. C'est pour ça que j'ai continué à le faire après. Et donc, après ce road movie, retour à la case départ, Bizerte, Win ou Baba, mais tu changes d'acteur. Il y a une continuité entre Madani et Graya. Ah oui, parce qu'au début, quand je voulais faire, quand j'ai écrit Khorma, j'ai pensé à Jamel Madani. Ah, Et quand ouais. j'étais venu le voir, j'ai vu qu'il a vieilli. J'ai oublié que le temps a passé depuis que je l'ai vu. تحكي وقت اللي جيت باش تصوروا وين Voilà. وبابا. Là, quand je وقت اللي باش تصور خرمة. Khorma. Et donc, je lui ai dit tout de suite, alors j'ai pensé à toi, mais tu es trop vieux, je ne peux plus te prendre. Donc, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Pour Khorma. Pour Mais Khorma. pour Win ou Baba, Pour Uno Baba, j'avais. parce qu'il y a le côté vieux garçon, donc là, ça convenait. Oui, là, il avait l'âge du personnage, et donc voilà, c'était l'occasion que je rattrape ce que je n'ai pas fait avec lui au début. Ce qui rend son immaturité encore plus prononcée, parce qu'il est plus âgé. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Brabé, si je te dis, je te lance comme ça à la figure la notion d'hétérotopie. Hétérotopie, c'est le non-lieu, c'est un truc assez le de Barthes. Bon. Mais c'est comme de créer une sorte de non-lieu qui peut se superposer au lieu existant réel, mais qui est une sorte, mais qui est ici et qui n'est pas ici en même temps. Hein. On le trouve par exemple chez Alain Guiraudy, par exemple, dans Du soleil pour les gueux, tu vois. C'est en France et en même temps ça pourrait être ailleurs. Et il y a ça. Surtout dans Win ou Baba, à un moment donné, on se retrouve, c'est le terrain vague, هذه موجوده في الافلام التوانسه نلقاوها حتى في اخر واحد فينا نتاع علاء الدين سليم لا سي ليل ديزيرت انت سي لو terrain vague. Alors cette hétérotopie pour toi, est-ce que c'est pour repenser le monde ou pour le fuir? Non, je crée l'espace de mon film. Non, ça, c'est ni fuir ni repenser. Pour moi, l'espace du film est l'espace du film, quoi. Donc je m'en fous. Enfin, je veux dire, ce qui m'intéresse,
que l'espace des films n'a jamais. Enfin, je veux dire, le film n'est pas une réalité, donc c'est une interprétation de la réalité. Et donc, l'espace que je filme, ça devient évidemment c'est cette réalité-là, mais que moi j'organise et je modifie à ma guise, comme je le veux, quoi, dans ma liberté, quoi. Non, mais Comme dans un rêve, quoi. C'est comme eh ben ça. c'est ça, C'est le justement. cheminement du rêve. Ouais, Ça veut dire ouais. que il n'y a pas à justifier pourquoi je passe d'un endroit à l'autre ou pourquoi je mets cet endroit à côté de l'autre. Parce que moi, j'en ai besoin dans mon imaginaire, donc je le fais comme ça. Donc il n'y a Oui, mais pas. c'est un espace, enfin, auquel aboutissent les personnages qui fuient leur milieu, leur maison, leur ville, le milieu social dans lequel ils sont. Et on a l'impression que c'est une sorte d'espace utopique où pourrait être possible leur couple. Oui, bien sûr, oui. Parce que c'est ça son problème, ton personnage dans ce film, ton personnage, il lui manque une femme. Non, il ne manque pas un fan Une parce f- qu'il était marié. Ah bon? Oui, il me marié et elle n'était pas mariée. Donc, Hey, oh, il a, hey. donc mais l'espace, enfin, je sais pas, bah, c'est un truc pour moi, c'est un peu comme. Et finalement, leur couple ne se fait pas. Non, oui, parce que le mec revient à sa femme et il lui dit qu'il n'est pas capable de l'aimer. Pourtant, il l'aime. Là, on est au niveau de la forme, de la structure. On commence déjà à explorer des choses plus déconstruites, hein, qui procèdent par à-coup. La logique de cause à effet, elle est écartée. Hein, tu as conscience qu'à ce moment-là, on est à la veille de la révolution aussi. Hein. Oui, oui, c'est pas qu'une conscience, c'est un choix. C'est un C'est choix. conscient. Oui, oui, bien sûr, c'est un choix. Cette envie de ne plus, et jusqu'à maintenant, je me bats contre ça, quoi. C'est pas évident parce que l'évidence, c'est que toute chose qu'on fait, il faut qu'on l'explique, qu'on justifie. Mais souvent, on se dit pourquoi. L'émotion suffit. Raccorder les choses par émotion suffit que de les raconter par le sens. Et donc, on est à la veille de la révolution, puis la révolution survient, et tu fais Bidoun. Mhm. Surtout Bidoun 2, que je qualifie de film révolutionnaire, entre guillemets, dans les deux sens du terme. C'est un film post-révolution, c'est un film d'après la révolution, et c'est un film aussi qui, dans sa forme, propose quelque chose qui se voudrait révolutionnaire, un côté un peu en roue libre comme ça, et on a l'impression que c'est très conscient, puisque tu es dans ton film, c'est plus qu'un caméo, ce que tu fais, c'est un vrai personnage, mais en même temps c'est toi, c'est le cinéaste, et on te reconnaît comme tel, et tu portes un peignoir mauve, et au début du film, on a la photo du dictateur renversé dans un aquarium. Donc tu fais le parallèle. Est-ce que le cinéaste ou l'auteur, si on se place dans la perspective du cinéma d'auteur, c'est le dictateur de son film? Tu l'as Bah, destitué. bah oui, bien sûr. Et donc, Et là, je le casse, je le tue. Ce dictateur, par exemple, il devient emmerdant, ça devient l'empêcheur que les choses roulent. Je veux dire, c'est un corps inerte qu'on doit transporter. C'est la lourdeur de cette pensée, de cette structure, c'est le cinéaste, quoi. C'est le cinéaste dont j'ai envie de me débarrasser, quoi. c'est Avec un film cette méthode. démocratique, maintenant. Non, pas démocratique, c'est que c'est se me libérer. Parlementaire, alors. Ouais, non, se me libérer du poids de ce que je suis, enfin Mais de savoir, du sens, en de même choses temps, comme tu es ça. là quand même. Pas seulement dans le film. Ben oui, je Tu suis là contrôles. pour être plutôt un emmerdeur qu'un facilitateur. Je veux dire, je n'ai aucun rôle, à part le rôle autoritaire à la fin qui les Bah, explose. tu viens siffler la fin de la Ouais, récréation à voilà, la fin. j'arrête le truc. C'est un propos politique. Mais non, mais c'est sûr que c'est un propos politique, mais pas politique. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un propos politique, mais c'est un propos de cinéaste, c'est tout. Je C'est là sais que que tu dis. ce film a complètement bouleversé ma situation par rapport au cinéma, par rapport au cinéaste surtout. C'est parce que c'est un film qui a été
complètement refusé par les cinéastes, peu importe, hein, surtout tunisiens, et parce que... Et c'est une pilule qui a eu du mal à passer, non, surtout au début. parce que j'utilisais la GoPro, parce que j'utilisais des caméras où on ne peut pas intervenir, parce que je n'avais pas de chef-op dans mon film, parce que je ne respecte pas le truc, parce que je fais un film sans argent, parce que les gens ne sont pas payés, parce que c'est un choix, parce que je ne demande pas de subvention pour faire ce film. Et quand j'ai construit cette possibilité après la Révolution, je me suis dit, enfin, la Révolution est venue, on va pouvoir être plus libre pour faire autre chose. Et donc, quoi faire autre chose? Comment moi, en tant que cinéaste, dans mon travail, qu'est-ce que je peux changer? Sur quoi je peux me révolter? Et, rappelez-vous, à l'époque, le pouvoir était tenu par un ministre de la Culture qui venait de porter plainte contre les artistes peintres parce qu'ils ont représenté une canette de bière dans un tableau, une femme nue. Donc, Abdel. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ce ministre? Qu'est-ce que je vais lui demander de l'argent, moi? Donc, je me suis dit, là, il faut que je me prépare à faire des films malgré le pouvoir. Comment je vais pouvoir faire? Et donc, la démarche était comme celle-là. Donc, sans argent, sans moyens, j'étais prof, donc je prenais mes étudiants avec moi, ceux qui voulaient. Je prenais des acteurs, enfin des gens qui voulaient être acteurs, des gens qui passaient là, qui me disent « Ah, je veux assister, voir un film, comment il se fait ?» Je lui dis bah, « Viens travailler avec moi. » Donc c'est comme ça que j'ai construit la petite équipe et c'est comme ça que je suis parti à faire ce film. Sans autorisation avec eux? Évidemment, c'est obligatoirement sans autorisation. Donc, et puis le personnage, je me suis introduit dedans. Ouais, c'est la première ta fois. post-prod, tu l'as fait en France à chaque fois? Oui, parce que j'ai la possibilité en France, comme j'ai fait toutes mes post-prod en France, donc j'ai des amis qui sont mixeurs, qui ont des audis, des choses comme ça. Donc on travaille la nuit quand ils n'ont plus de travail. On fait des bricoles comme ça pour arriver à faire que mes films soient faits comme les autres films, enfin bruités, mixés, étalonnés. Malgré l'absence de moyens, quoi, par amitié, quoi. Bon, mais enfin, le résultat, c'est quand même un pays complètement éclaté, avec une errance, avec un couple impossible. En fait, il n'y a aucune dimension sexuée de leur compagnonnage. Pourtant. Il viole une femme au début du film et la fille l'assiste et l'encourage. C'est assez fort, ça. Hein? Oui. C'est coup sec, d'ailleurs. Tu avais conscience que ça pouvait être mal interprété? Bah oui, j'ai déjà fait Al-Sedib et je sais ce qui m'est arrivé après. Non, mais là, c'est quand même différent. Non, il faut voir, quand tu fais Al-Sedib en France, quand il sort, qu'est-ce qui se passe? La violence que j'ai subie était incroyable. En France? En France, oui. Moi, je n'ai plus eu de financement français à cause de Al-Sedib. J'étais considéré comme comment on dit? Une réaction féministe? Misogyne? Non, oui, je sais Non, pas. on t'a qualifié de misogyne. Ouais. Moi, je suis connu en France, les peu de gens qui m'ont connu, ou les trucs, que je suis un cinéaste misogyne. En plus, je suis arabe, donc c'est facile. Oui, oui. Bon, mais à part ça, à part cette errance, là, il y a Majd Mastour, qui pour moi aussi dessine une continuité toujours dans cette figure de l'idiot. Il sera même repris un peu dans cet esprit-là par Mohamed Benatia dans son film Habakadi. Très différemment. Très différemment, je sais, mais il y a un peu, il en reste quelque chose, un parfum. Mais il est comme habité par une pulsion de mort. Oui, il est dans un désespoir profond, oui. Oui, mais tu peux pas me dire il n'y a pas de politique. C'est un propos que tu tiens sur la situation du pays à ce moment-là. Ah, bien sûr. Pour la jeunesse. Bien sûr. Mais c'est un regard, qui sur ce qu'on vivait à l'époque, oui. C'est une conséquence de l'absence du père. Oui, le père il est parti. Il est parti. Okay. Plus, le père. Et finalement, on s'en sort plus. Non, ça veut dire qu'on se cherche. Et là, on a le souvenir de la mère qui accompagne.
Comme la pulsion de mort. Oui, oui, bien sûr, oui. Il y a une psychanalyse à faire ici. Hein. Ah ben certainement, hein. Moi, je fais des films pour ne pas aller chez le psychanalyste. Hein. Oui, c'est une bonne idée. Ça. Ouais. Bon, et puis le dernier film. Alors, ce qui change dans Insurrection 2021, c'est qu'il n'y a pas de couple, c'est de l'errance. On retrouve le motif de l'errance. Il n'y a pas vraiment de couple, mais il y a un collectif. Il y a l'esquisse d'un collectif. Ça, c'est nouveau. Ouais. Mais on ne sait pas où il va. Et j'ai l'impression, je dirais presque, c'est éloge de l'immaturité suite F1, que c'est la fin de ce motif dans ton Oui, cinéma. peut-être que c'est le film le plus politique dans le sens politique ou un Parce truc de qu'il y a mes un films. collectif, c'est... Non, parce que il y a le discours Ah, du ministre de l'époque, du président, de tout ça qui interviennent dans le film. Mais c'est ça, c'était le moment où on était dans une forme de bateau ivre, quoi. On était tangué par les vagues, on ne sait pas où on allait, et on savait qu'on allait on avance vers le précipice, et on continuait à avancer, quoi. Et on ne savait plus de quoi était fait demain hein, à l'époque. Hein. J'ai tourné le film en 2019. ouais. Donc, Il est sorti 2 ans après. ouais, donc pendant le Covid. Donc voilà. Et puis, ce qui m'intéressait sur ce film, c'est cette construction de ces 4 personnages qui est un peu la jeunesse, une forme de jeunesse tunisienne qui erre dans cette ville où il n'y a personne et qui cherche à trouver entre eux une forme d'existence, une cohérence, à trouver des objectifs. Ils partent ils sont renvoyés par une force mystérieuse à quelque part et ils veulent retourner vers la civilisation, vers Tunis. Tunis qui voit de loin et qu'à chaque fois ils s'approchent, elle s'éloigne encore plus. Donc c'est ce cheminement qui m'a amené à écrire, enfin à faire. C'est ça. J'étais dans cette émotion-là et voilà. Bien, écoute, je te remercie hein, pour Ouais. tu te lâches généreusement. J'espère que ça vous a donné une idée hein, du parcours sur plusieurs strates avec toutes ces dimensions techniques. S'il y a des questions. juste كتنجم تحكي لنا على les influences نتاعك في السينما que ce soit des réalisateurs ou des films en particulier. Merci. Ah, ma influence, قلت لك cinéma italien, mais enfin tous les cinémas m'influencent, mais euh, euh, t- ma- j'ai du mal bon من الاول كي بديت نعمل في الافلام برشا ناس جبدوا لي على بازوليني وعلى فيليني mais il y a beaucoup plus que ça معناتها il y a pas bah, peut-être oui je sais pas ما نعرفش. Oui je connais les films de Tony Gatliff que j'adore mais je sais pas s'il m'a influencé mais je pense que l'influence je considère que l'influence on l'a quand on a avant de commencer à faire. Ça veut dire qu'avant, quand on était spectateur et quand on était plus jeune, où on était influençable, يعني يأثر عليك أكثر أي فيلم تشوف. بعد كي تولي تعمل, tu es beaucoup plus en rapport analytique مع الأفلام اللي تشوفهم كي تكبر معناتها, tu vois. Donc je pense que plutôt الأفلام اللي شفتهم وأنا صغير qui m'ont le plus influencé. C'est-à-dire les westerns. Western, j'ai pas vu de western. Bah si, tu as parlé d'un film de. Là, j'ai vu une image, mais ça m'a marqué pour le cinéma, quoi. Mais le western ne m'a jamais influencé. J'ai très très peu vu de western. Ah oui, oui. Oui. Voilà, je suis un petit peu perplexe. En même temps, je suis très très admiratif du parcours de Gileni. خاصة البريود نتاع بدون mais en même temps en l'entendant maintenant ça m'a perturbé un petit peu أنا أقول peut-être la solution pour changer un petit peu les choses dans le modèle de production في تونس
peut-être الخطوات نتاع جيلاني d'ailleurs نصحت برشا beaucoup d'étudiants de voir de près cette surtout le période نتاع بدون. Mais en même temps, je me pose des questions par rapport un petit peu à la forme. Gélène Tawakal, bon, je ne m'occupe pas trop de l'image. Ce qui m'intéresse, c'est les acteurs et les personnages. Et d'ailleurs, moi, je trouve beaucoup de figures très intéressantes dans le film TAC, concernant les personnages, leurs rencontres, qui sont parfois hasardeuses, mais on sait que dans le cinéma, le hasard est organisé. Il y a des motifs qui reviennent de film en film, et donc on sent qu'il y a une forme de continuité et de logique un petit peu dans ce que tu fais, mais en même temps, الحاجة اللي قلقتني برشا قلت انت bon, j'ai découvert les moyens un peu souples, légers des VCAM en bas de GoPro et tout ça, et ça m'a donné une facilité, mais c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, lorsqu'on travaille avec une caméra qui pèse 20 kilos, une caméra qui pèse 2 kilos, ça pose une question précise. Où je vais poser ma caméra, la question de la distance et de l'emplacement. C'est ça. Et donc, parfois, je ne comprends pas. نحكي على حاجة qui est importante, اللي تكلمت عليها أنت, la plongée, qui revient souvent dans tes films, les films installés ou les films légers. قلت حاجة dont je ne suis pas tout à fait d'accord. La plongée, c'est une figure très particulière في السينما. ومشاو حتى برشا ناس قالوا c'est le regard de Dieu. Donc, à angle 90 degrés, c'est le regard. Donc, parfois, on a une situation et la caméra تترشق في السقف ولا في السماء. نعطيك un plan qui m'a un petit peu la rencontre de Momo et de Douja à l'autoroute. À un certain moment, chacun, j'aime beaucoup l'un des moments les plus importants في تاريخ السينما. معناها cette rencontre là, معناها كيفاش نقول أنا, معناها hasardeuse, avec ces petites lampes dans un lieu comme ça. يتكاو على الرمبار de l'autoroute et d'un coup la caméra saute au ciel et puis elle fait ce plan en plongée, on ne comprend pas pourquoi. De quel film tu parles, Fatou? Ouais. Donc, bon, sans parler, pratiquement dans tous les films, pourquoi la caméra elle est accrochée au plafond pour montrer ou pour par exemple في دمي par exemple, plusieurs fois où Shiraz parle au téléphone sur son, tout le temps, souvent en plongée. كما قلت لك معناها la plongée elle a une valeur particulière et donne un sens un peu particulier à la situation. Donc, en même temps, vraiment, moi, je suis très, très enthousiaste par ce que tu fais, mais en même temps, il y a des choses qui, en tout cas, sur le plan de la forme, lorsque tu dis non, Anna, je ne m'occupe pas de l'image, mais on fait de l'image quand même, on fabrique de l'image, c'est très important. Non, je m'occupe de mes comédiens et de mes personnages. Bon, c'est un peu court, je pense. Non, mais j'ai dit ça parce que c'est à la suite de ce que j'ai dit avant sur la question de l'esthétique. C'est que pour moi, la plastique n'est pas importante pour moi. Oui, mais l'image, elle est importante, bien sûr. Oui. Non, mais je veux dire, elle n'est pas plus importante, l'image, que mon rapport à l'acteur. Ça, c'est clair. Et que l'esthétique que je fabrique pour un film, que je construis, elle appartient à ce film-là. Et donc, le discours de l'image habituelle, le sens du plan, voilà, le gros plan, qu'est-ce qu'il raconte, ou le plongée, qu'est-ce qu'elle raconte, ou un truc comme ça, pour moi, dans chaque film, cette grammaire-là change complètement. Et donc, ça me
Chaque film crée son esthétique. Oui, pour voilà, toi. chaque film, chaque situation, c'est un dispositif. C'est comme un peintre qui va peindre, et il peut peindre sur une toile, comme sur un carton, comme sur du papier journal, comme il peut faire du collage. Euh, euh, donc, se libérer, quand je dis que c'est pas plus simple, c'est plus libre. J'ai jamais dit simple. J'ai dit que c'est plus libre. Parce que quand je tourne avec une DVCAM, caméra DVCAM, quand je veux faire le travelling de Mohamed Reqed في البرويطة نتاع الزبلة avec les poubelles, j'ai juste à mettre une caméra sur un bout de bâton et je vais laisser circuler le truc. Alors que si j'étais dans parce qu'il va traverser, il y a des lampes, hein, j'avais un chef-op sur ce film, il y avait des lampes, donc les ombres changent, l'ombre de machin, donc, et tout ça, si j'étais dans une recherche d'une image très précise, bien à tout moment, bien organisée, bien définie, je ne pourrais jamais le faire avec cette liberté-là. Il faut à chaque lampe fabriquer des choses, il faut que chaque fois qu'on passe sous une lampe, l'ombre change des trucs, ainsi de suite. Donc, moi, je ne dis pas que c'est plus facile, je dis que c'est beaucoup plus libre quand je travaille avec la GoPro, quand je travaille avec la DVCAM. Aslément, et c'était la découverte de vos films. En fait, c'est juste une remarque. Après, j'ai une question. En fait, j'ai l'impression que vous êtes un éternel jeune. Non, en fait, c'est comme un enfant. C'est comme un enfant qui fait des films, qui s'amuse à expérimenter. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Euh, Après, j'ai bien ressenti votre amour que vous portez à votre ville natale. وحسيت اللي معناتها آه، vous tombez pas dans les clichés معناتها كيما قلت ما تحبش معناتها الاستيتيك والبوتي معناها جوست صورة كيما هي معناها دايوغ في اللي فيلم تفرجت فيهم نتاعك انت معناتها عمري ما قلت تيان محليه البلان هذا ولا اكثر من اللي قلت محلاهم لي بيرسوناج معناتها حسيت لي بيرسوناج ياسر محلاهم في même s'ils sont atypiques ou excentriques معناها كيفاش معناها comment vous créez vos personnages كيفاش تتخيلهم كيفاش يولي فيلم معناتها من أصله Est-ce que, en même temps que tu réponds à ces questions, j'aimerais bien que tu nous parles aussi de l'étape du montage pour tes films, parce que pour ce genre de dispositif, j'imagine qu'au montage, beaucoup de choses se passent. Oui. Comment on construit un personnage bah, même si on a l'impression que mes films sont faits avec très peu d'argent, rapidement, mes tournages ne dépassent pas 15 jours, voilà 12 jours, voilà des fois 10 jours, bidon 10 jours. Mais avant ça, il va y avoir au moins une quinzaine de versions de scénario. Donc je travaille énormément l'écrit. Donc j'écris énormément Manhattan. Seul, seul scénarios. Toujours, oui. Je travaille beaucoup l'écrit. Avant pour ces 15 jours de tournage, il faut que j'ai 1 an et demi de travail d'écriture. Manhattan 2. Et donc le personnage arrive comme ça. Il se construit petit à petit, jusqu'à arriver à la rencontre avec un acteur que je décide là, c'est lui qui va être le personnage. À partir de là, je réécris le personnage pour l'acteur, en fonction de l'acteur que j'ai choisi, pour que ça soit cohérent. مثلا في الانسوركسيون وحتى الافلام الاخرى بالعاني نكتب لي ديالوج بالفرنسيس en français, j'écris les dialogues en français et après je fais la traduction avec les acteurs. Juste باش l'acteur وقتها نفهم معاه برشا حاجات et parce que il va mettre ses mots, ses phrases, il va apporter dans le langage, il y a la culture de la personne. Donc il va apporter sa culture. Et il va se sentir un peu plus en possession de ce personnage. Et moi, je me rends compte qui il est, je le comprends un peu plus. Et une fois que je l'ai compris, je réécris le personnage pour lui. Donc
Et après, au tournage et au montage, c'est le montage qui fabrique les personnages, en fait, pour moi. Voir tout ce montage où tu vois ce que tu montres, ce que tu ne montres pas, qu'est-ce que tes priorités, tes forces. Et le montage, moi, je le fais. Je sais que beaucoup de cinéastes, maintenant, ils ne sont pas toujours présents dans le montage. Moi, le montage, je suis de la première seconde à la dernière. Tu prends 1 an et demi pour l'écriture, combien te prend pour le montage? Ah, ça dépend des films. Des fois, ça peut prendre 6 mois, des fois, ça peut prendre 6 semaines. Ça dépend. 1 an ou 6 semaines. Bah, 6 semaines, Insurrection, 6 Ah, semaines. Insurrection. Mais, Bidoun Bidoun peut rester 6 mois. Je l'ai fait tout seul, Bidoun. Bidoun Le 3, c'est moi montage, qui ai monté. non, je parle de Bidoun 2. Bidoun 2, j'ai travaillé avec la monteuse 15 jours, mais moi j'ai fait 6 mois de montage avant. Tu vois. Donc ça dépend. Et aux situations, en plus, c'est une question d'argent. Hein. Enfin, mais quand je n'ai pas de financement, c'est pas pareil quand on a un financement et quand on engage quelqu'un. Quand on est dans la profession, on engage quelqu'un, il faut le nombre de semaines, il faut qu'il soit payé. Donc voilà, ça aussi nous limite un peu. Mais voilà. Donc les personnages, Ben Espeler, c'est la chose. C'est pour ça que je dis que j'adore travailler avec les acteurs. Et pour moi, c'est ça. C'est la construction du personnage. Et il y a une chose, les Makoltesh, par rapport quelque chose qui me gêne beaucoup, surtout le drame tunisien ou l'arabe, c'est que pour moi, les personnages souvent ne sont pas construits, ne sont pas écrits, et les acteurs se démènent, se débattent avec des choses qui ne sont pas. Et c'est très compliqué quand tu n'as pas un personnage qui est bien écrit, pensé, réfléchi, senti, surtout senti, tasbi. Tu n'as qu'une caricature d'un personnage. C'est facile de dire Tbib, ça c'est un docteur, ça c'est une prostituée, ça c'est un truc. Tu restes dans la caricature, dans quelque chose de très vision extérieure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être quelque chose que le personnage ne te raconte pas une vérité, mais qui te fait sentir, qui partage avec toi quelque chose d'émotionnel. C'est ça qui m'intéresse. Moi, j'aimerais bien savoir comment ce passage de la série des Bédounes, qui est quand même une série expérimentale, à l'Insurrection, qui est aussi un film classique. Pourquoi ce passage? Parce que d'une part, j'ai eu des financements, et parce qu'il faudrait bien que je mange un moment. Donc il faut que je demande, je vis aussi du cinéma, donc j'ai demandé une aide à la production, je l'ai obtenue. Et donc quand on a l'argent, tout change. Ça veut dire que les gens, quand on a l'argent du ministère de la Culture, donc cet argent sert pour payer les techniciens. Donc il faudrait que je prenne les techniciens. Donc l'équipe passe de 10 à 25. C'est une lourdeur différente. Donc c'est une autre manière d'aborder le filmage et les trucs comme ça. Et la légèreté et la liberté que j'ai dans Bidoun, j'ai essayé de la maintenir dans Insurrection, mais malgré tout, j'avais des contraintes très lourdes qui, de fait de l'équipe très importante, de fait que tout le monde doit manger, que tout le monde doit circuler, qu'il faut des voitures, qu'il faut des figurants, qu'il faut des choses. C'est pas pareil que quand je vais par exemple, Fibidoun, quand je vais tourner une scène dans un restaurant, je rentre dans le restaurant, je vais au patron, je lui dis, écoute, j'ai envie de tourner chez toi, on va tous manger après chez toi, ça va? Il me dit, ok, est-ce que je peux utiliser le garçon dans le film? Le garçon, il est content, le serveur ou le truc comme ça. Donc je lui fais dire le texte et il joue avec nous et on improvise et on fait ça comme ça. Quand on est financé, qu'on a demandé une autorisation, qu'il y a un décorateur qu'il travaille, qu'il faut qu'un chef mette ses lumières, petit à petit, on perd beaucoup de liberté quand on est dans un truc plus structuré. Mais je suis très très content d'avoir fait aussi Insurrection. Et puis je pense que je suis à un moment donné faire des bidounes, travailler avec des acteurs qui ne sont pas payés, des techniciens. À un moment donné, j'ai envie de passer aussi à autre chose, quoi. C'est-à-dire de revenir à des... Non, je reviens jamais, moi. C'est aller ailleurs. Aller trouver un autre chemin. Je ne sais pas lequel, mais je cherche d'autres chemins. Y compris au niveau du dispositif. Bien sûr. Quand je peux le contrôler.
Bonjour, bonjour. Oui. Pardon, je m'excuse. Vous avez un autre chemin à la réalisation, au montage. Je voudrais savoir votre autre chemin, s'il y en a, par rapport au scénario. Je sais, normalement, c'est une question qu'on devait poser au début du master class, mais votre façon d'écrire votre scénario est-elle la façon que tout le monde, que les étudiants la connaissent, ou vous avez une façon très spécial à vous d'écrire votre scénario? Je pense que quand j'ai fait mes études de cinéma, j'ai été au premier cours de scénario. La prof m'a énervé, je suis plus retourné. Donc après, j'ai essayé de faire comme je pensais qu'il faut qu'on fasse. Donc tout seul, j'ai essayé de construire, mais de toute façon, le scénario n'est qu'une préparation pour un film. Si on a une idée d'un film qu'on veut faire, forcément le scénario vient tout seul. Donc s'il n'y a pas de cohérence entre l'écrit et ce qu'on filme, mais j'écris toujours de la même manière. Et voilà, qu'est-ce que je veux dire sur le scénario? C'est la plus belle période dans la construction du film, pour moi. La plus longue et la plus belle. Parce que là, c'est toujours léger, il n'y a pas de... La plus dure, c'est la fin. Mais parce qu'on ne sera pas... Le scénario, on peut toujours le changer. Une fois que le film est tourné, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Au fait, oui, je peux faire... Normalement, je change de version tous les 3 semaines. On vous remercie. On va malheureusement juste arrêter là les questions-réponses parce que Hans Kamoun va présenter le livre qui a été publié consacré à l'œuvre de Gileni Sadi. Ça prend 5 minutes. Merci beaucoup, Yatikoum Saha, merci Shiraz. Donc, شنو نجم نقول على جيلاني؟ جيلاني en fait معناتها un cinéaste tunisien très important et très controversé aussi. نفكركم اللي لا سينماتيك وقت اللي حلت en 2018 أول سيكل متاع un cinéaste tunisien, c'était Gileni Saadi. Donc j'étais dans la programmation où عملنا une rétrospective وقتها. Il y avait même des avant-premières. واحد كيما بشرى وقتها تعدى pour la première dans la peau aussi. Donc من بعد وقت اللي je me suis trouvée dans la TPCC, on s'est dit هكا dans le groupe قلنا il faut quand même écrire حاجة على جيلاني على خاطر نحن بون اللي بدينا. Je veux dire, il y a une année معناتها l'activité رجعت نتاع la TPCC. La TPCC est l'association tunisienne pour la promotion de la critique cinématographique. Donc رجعت l'activité نتاعها depuis une année, donc la publication d'ouvrages collectifs. بدينا هكا c'est un hasard, بدينا par un petit ouvrage sur les écrits de Khmaïs Khayati. C'était une sorte de préambule, le premier numéro sur le cinéma amateur, donc le cinéma indépendant, et le cinéma de Gileni Saadi, c'est aussi une sorte de cinéma indépendant. Donc c'est un cinéma qui est très important وكان مهم دونك بالنسبه لنا نكتبوا. دونك ça fait une année اللي بدينا نحضروا في حاجه عملنا معاه. دونك كيف كلمناه باش نقولوا له يا جيلاني شنو قولك شنو نجموا الافلام اللي نجموا نتفرجوا فيها. قال انا عندي افلام ما خرجتش للصالات وانا واخد في خاطري راهو من لا تي بي سي سي ومن لي ميديا en général. Donc c'était le moment important اللي كان لازم نكتبوا على الافلام اللي ما خرجوش. Donc c'était la série des bidouns sans le bidoun 2. ومنه هو دونك كتبنا على حاجات اخرين. دونك الكتاب هذايا اللي هو وقت البارح راهو خرج من المطبعه ولا البارح. دونك قلنا vaudrait mieux يخرج في الجي سي سي au moins on peut fixer هكا معناتها des écrits sur les films نتاعو. Donc c'est une édition نقوش عربية arabesque. C'est un petit ouvrage de 160 pages. Et les filles 10 textes. On a l'habitude de faire donc 2 chapitres. Chapitre l'oulé sont des lectures analytiques ou critiques à quelques films.
ou من بعد le deuxième chapitre c'est une sorte de نشوفوا le parcours, l'évolution du parcours. Donc, 7 lectures de films de Shiraz Ben Mrad, اللي هي خدمت le master de recherche متاعها على l'œuvre de Gileni, مريم بن سليمان خدمت على l'insurrection, كمال بن وناس على dans la peau, عبد فتاح فخفاخ على Bidoun 2, Nsaf Machta Bidoun 2. Donc en fait, femme, les membres de la TPCC et les amis de la TPCC. Donc on sollicite les gens autour de nous de venir écrire et éditer avec nous. Lotfi Ben Khalifa كتب على عرس الذيب ومريم عزيزي على عرس الذيب كذلك. Et في chapitre 2 donc Khaled Tril يحكي على l'homme et l'œuvre. أنس كمون دونك انا en fait انا شفت اللي فما une sorte de fidélité كبيره معناتها ما بين جيلاني ولي زاكتور نتاعو دونك مشيت لمحمد قرايع وحبيت نفهم هل لو باركور هذا ليفولوشن دو باركور من عند محمد عنده برشا حكايات حلوين ينجم يحكيهم سي l'alter ego كيف ما قال من بكري de جيلاني. Et bien sûr, nous avons fait la rencontre, une sorte de rencontre, un entretien qui a été transcrit librement par moi et par Mohamed Bahjar. Et nous proposons aussi pour les chercheurs une bibliographie assez exhaustive. كنا نتمناو لو كان مثلا خلط علينا سليم خاطر سليم زاد في التيز نتاعو sur l'émancipation في السينما التونسية عنده un petit chapitre sur le parcours de Gileni. Mais bon, les choses se sont faites précipitamment. Mais je suis très contente اللي الكتاب هذا خرج موجود هو البرا متوفر. Je te remercie infiniment pour d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, vraiment. يعيشك. Je remercie beaucoup Mohamed pour sa générosité. Vraiment, أنا اكتشفت حاجة très inédite pour moi. Merci beaucoup Mohamed. Merci beaucoup à tous les membres de la TPCC اللي كورجوا وخرجوا معنا الكتاب هذايا. Et encore une fois, merci Shiraz. Merci Slip.